De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la deuxième partie de notre émission. L'Afrique doit-elle quitter la CPI? Pour répondre à cette question, deux nouveaux invités m'ont rejoint. Maître Majibouden, vous êtes avocat pénaliste. Vous êtes avec Maître Reti qui est resté avec moi, deux brontosaures du droit pénal international, tous deux avocats pénalistes. Merci à vous d'être restés avec nous pour répondre à cette question. Est-ce que l'Afrique doit quitter la CPI, la Cour pénale internationale? Et nous avons avec nous également, et en notre compagnie, M. Jean-Bernard Bikim. Vous êtes, vous, le président du think tank Alpha, Alternative africaine pour l'accompagnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Togwe, bonjour. C'était à l'occasion du 26e sommet de l'Union africaine. Les États membres de l'organisation panafricaine sur initiative du Kenya ont exprimé leur désir de se retirer de la CPI. Alors, quel enjeu pour le continent et pour la protection des droits de l'homme sur le continent? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose de suivre ce sujet. Il est signé Olivia Yéré-Dobré. Mais le constat qui a été fait, que nous avons fait, la CPI s'acharne beaucoup plus sur l'Afrique, sur les chefs d'État africains, même des chefs d'État en exercice, que des hommes aussi politiques, alors qu'ailleurs dans le monde, beaucoup de choses se passent, beaucoup de violations des droits de l'homme, flagrantes, je dis bien flagrantes, se font ailleurs, mais personne n'est inquiété. Les pays africains doivent-ils, oui ou non, se désengager du statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale? L'Afrique a-t-elle les moyens de financer une juridiction alternative? Des questions qui demeurent plus que jamais d'actualité alors que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, vient d'annoncer l'ouverture d'un examen préliminaire, étape préalable à une enquête sur les violences commises au Burundi depuis avril 2015. La Cour pénale internationale, malheureusement, ne fait pas preuve d'indépendance. C'est un jeu de dupes où ce seront toujours les petits États qui verront leur leader transféré devant elle. Et certainement pas, c'est pas une cour, et c'est d'autant plus grave que les victimes elles-mêmes, les victimes des crimes de masse, les survivantes, ne peuvent pas la saisir. Donc comment vous pouvez vous dire, je me préoccupe des crimes commis sur les populations en masse, et en même temps empêcher ces populations de vous saisir? Quelles pourraient être les conséquences d'un retrait collectif des 34 États africains signataires du statut de Rome? Comment juger les responsables de crimes de masse? Tant qu'il y a des génocides, des crimes de guerre très graves en Afrique, l'Afrique et les Africains, et en plus particulièrement les victimes, ont besoin de l'existence d'une cour pénale internationale indépendante et universelle, de manière à poursuivre les auteurs, les co-auteurs, les complices et même les fournisseurs d'armes à des individus dont ils savent pertinemment qu'ils sont en train de massacrer leur population. Mais ça n'est pas une raison pour quitter la Cour pénale internationale. Bien au contraire, les chefs d'État africains doivent impérativement réaffirmer leur hostilité à l'impunité. Cela dit, cette Cour pénale internationale n'est pas encore universelle, totalement universelle. Alors, pour forcer l'universalité de la compétence de la Cour, les chefs d'État africains seraient bien amenés à signer entre eux une convention multilatérale strictement identique à celle que les États-Unis d'Amérique ont signée bilatéralement avec un certain nombre d'États afin de faire échapper leurs ressortissants et plus particulièrement leurs soldats à la compétence de la Cour pénale internationale.
Lors de la 3e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juillet 2004, la décision a été prise de fusionner la Cour africaine des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union africaine en une seule cour, la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Une solution proposée par les pourfondeurs africains de la CPI, seulement la plupart des pays africains n'ont pas encore ratifié son protocole. Maître Bouden, la CPI ne serait pas indépendante, elle serait un instrument de surdomination des pays pauvres, notamment africains, par les pays puissants. Quel est votre avis sur la question? Je ne pense pas que cette analyse soit exacte. Il y a un problème fondamental. Il faut voir que la CPI et les tribunaux internationaux ont été créés pour réparer une situation d'impunité et pour promouvoir la protection des victimes. Mais il est vrai que ces tribunaux, ces cours, ces juridictions internationales demandent à être améliorés. Leur fonctionnement n'est pas satisfait totalement, mais c'est une œuvre humaine. Et il faut voir le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, c'est que il y a un signal fort de la communauté internationale pour mettre fin à l'impunité qui a régné depuis très longtemps. Et c'est un point fort pour les victimes. Le point négatif, c'est que les victimes n'ont pas accès, n'ont pas voix au chapitre, et ça, c'est une lacune. Et cette lacune, il faut la combler, il faut la corriger, et donc il y a une nécessité de se saisir de cette problématique et de maintenir la CPI. C'est plutôt à ce niveau que vous voyez le problème. C'est plutôt à ce niveau-là. La question ne se pose pas de savoir s'il faut que l'Afrique se retire de la CPI ou pas. Non, ce serait une erreur. Ce serait une erreur parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui puisse garantir aujourd'hui la protection des victimes. Or, les victimes existent, non pas en Afrique uniquement, mais ils ont existé en Serbie, ils ont existé au Cambodge, ils ont existé dans plusieurs contrées du monde. Et si on n'a pas un mécanisme de protection, là, on décrétera l'impunité pour les dictatures et les violations. Monsieur Bikim. Alors, au préalable, j'aimerais replacer cette question dans un cadre, dans 4 cadres. Le cadre historique, le cadre sociologique. On va y aller très rapidement, malheureusement. Oui, très rapidement. Cadre historique, sociologique, politique et dans le cadre des relations internationales. Pour faire simple, la question qui se pose à nous aujourd'hui est une question purement et simplement de souveraineté. Or, qu'est-ce que c'est la souveraineté? La souveraineté, c'est tout ce qui ignore tout pouvoir au-dessus d'elle. Les dirigeants africains, aujourd'hui, qui se rebellent, ils se rebellent pour plusieurs raisons. La première, c'est de dire le monde a changé. Et pourtant, les modèles et les systèmes persistent à nous maintenir la tête sous l'eau. Et par ailleurs, ceux-là même qui nous imposent ces règles construisent des mécanismes pour échapper aux règles qui nous imposent. Et ce qu'on doit prendre en compte, c'est quand même se dire qu'y a-t-il derrière, si ce n'est les jeux d'influence, les jeux de pouvoir. La souveraineté suppose aussi l'aptitude à protéger les droits fondamentaux à l'intérieur de ces frontières. C'est aussi ça, la souveraineté. À ce moment-là... Ah, mais vous ne le saviez pas. À ce moment-là, je vous ramène à Rome, à la Rome antique. Le politique a tous les droits sur la cité. Si nous élisons des hommes qui vont exercer cette autorité suprême, oui, nous ne pouvons pas ignorer que tout système et tout pouvoir mérite la co-construction des contre-pouvoirs pour éviter les déviances. Or, les déviances qui nous réunissent aujourd'hui, oui, sont entretenues par les systèmes et par ceux-là même qui nous imposent des règles qui, à mon avis, ne oui, tiennent pas debout. D'accord. Alors, vous voyez plutôt les causes exogènes. Vous voyez le mal africain, de ce point de vue-là, vient d'ailleurs. Ça ne vient pas de l'intérieur. Maître Reti, quand on est censé avoir des juristes compétents autour de soi, en tant que chef de l'État, qu'on signe un traité, qu'on fait ratifier un traité,
Est-ce que c'est compréhensible de venir quelques années après pour dire on n'aurait pas dû signer ce traité, on veut s'en désengager? C'est justement là le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, on a l'impression que les chefs d'État africains se plaignent de dire, voilà, nous nous sommes engagés, mais nous voulons nous désengager, mais qui les empêche? Qui les empêche? Déjà, qui les a poussés au nom de la souveraineté à s'engager? Qui les a poussés, mais qui les empêche de se désengager? On a vu la Grande-Bretagne qui voudrait éventuellement, qui menace l'Union européenne pour dire, voilà, moi, on a vu la Grèce. Donc, il est possible, effectivement, quand on est souverain, de se dire, écoutez, ma souveraineté me permet à la fois de négocier avec vous, mais aussi de renégocier les termes de contrat. Or, ici, on a l'impression que nos chefs d'État africains voudraient éventuellement, ils ont peur, ils voudraient éventuellement être derrière la masse pour pouvoir éventuellement se fondre et dire, voilà, nous quittons en masse. Mais aucun ne veut prendre la responsabilité de partir individuellement. Mais maintenant, quand on parle de la question de l'indépendance de la CPI, moi, je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses. Il y a le tribunal comme institution, mais il y a aussi les organes qui fonctionnent avec des hommes qui sont responsables, qui sont payés pour ça, pour faire fonctionner le travail. Et lorsque les Africains, dans un premier temps, se sont plaints de cette attitude, vous avez vu comment, effectivement, ils ont pu obtenir la tête du premier procureur. On leur a donné un procureur qui était, cette fois-ci, une femme africaine. Bon, maintenant, ils continuent à se plaindre. Très bien. Mais maintenant, on ne peut pas dire que la CPI n'est pas indépendante, parce qu'on ne peut pas mélanger les juges, qui, eux, ne se sont pas prononcés et dire qu'ils ne sont pas indépendants. Les jugements qui sont pris sont indépendants. Il faut reconnaître aussi, Maître Ety, vu les énormes pouvoirs que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité, on ne peut pas dire non plus... Mais c'est là où, justement, que je voudrais revenir pour dire, écoutez, là où les chefs d'État africains sont légitimés à se plaindre, c'est de voir, effectivement, qu'ils ont été entraînés dans une sorte de mariage où, effectivement, la mariée n'est pas là et où, finalement, il n'y a pas de dot, on n'a pas tout dit sur la femme. Et donc, effectivement, l'attitude des Occidentaux, pour dire aussi des membres du Conseil de sécurité, notamment des 5 membres permanents, est une attitude qui n'encourage pas les Africains à se maintenir là-dedans. On veut bien, effectivement, considérer qu'il y a nécessité de justice, mais encore faut-il que ce soit nécessité de justice dans son sens moral, c'est-à-dire éventuellement quelque chose qui est tout à fait équitable et applicable à tout le monde. Maître Bouden, comment imaginer aujourd'hui la mise en place d'un mécanisme efficace? Parce qu'on dit bien efficace, c'est de ça qu'il est question. On va parler peut-être de la Cour africaine des droits de l'homme quand on s'en tient à l'article 34.6. Si vous voulez porter plainte contre votre pays auprès de la Cour africaine des droits de l'homme, vous adressez une demande d'autorisation pour aller porter plainte. Est-ce que ce n'est pas une aberration? Absolument. Moi, je voudrais rappeler 2 petites choses au préalable. Premièrement, si certains chefs d'État africains décidaient de se retirer aujourd'hui, il y a une règle très simple. Tous les crimes commis jusqu'au jour du retrait et dans une période, ils sont couverts, ils ne peuvent pas s'échapper. Donc si c'est une façon de vouloir s'échapper, ce n'est pas possible. Donc là, il y a un traité, ils ont signé ce traité, le traité les engage, ils engagent leur pays et ils les engagent eux, s'ils avaient commis des crimes d'un niveau tel qui est susceptible, qui relève de la compétence de la CPI, mais ils ne peuvent pas se retirer. Donc ça, c'est le premier point. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et c'est ça fait réfléchir certains chefs d'État africains de dire, est-ce qu'on a une opportunité de nous retirer ou pas maintenant, puisque déjà nous sommes pris là-dedans. Deuxième question, la question de la souveraineté. La souveraineté n'est pas un permis de tuer, n'est pas un permis de massacrer. Donc, ce sont 2 choses complètement différentes. On peut parler des Grecs, on peut parler de tout ce qu'on veut. Ce n'est pas un permis de tuer. Et donc, si on tue, il faut prendre ses responsabilités. Et la souveraineté, c'est la souveraineté du peuple. Et la souveraineté du peuple n'est pas la souveraineté de la personne, quel que soit l'élu. Troisième point. Oui. Troisième point. Quel mécanisme aujourd'hui? Les mécanismes. Oui. Bon. Aujourd'hui, s'il y avait un mécanisme en Afrique qui pouvait régler ces problèmes et empêcher l'impunité et protéger les populations, la CPI n'aurait pas
lieu d'être. Il n'y en a pas. Maintenant, le point, c'est qu'il y en a. Je pense qu'il ne faut pas non plus parler de la CPI comme si la CPI existait en dehors des tribunaux nationaux. Il existe ce premier mécanisme qui est les tribunaux, les juridictions nationales qui, elles, doivent fonctionner. Et ce n'est que, et c'est ça la question de la compétence résiduelle de la Cour. Donc, il y a déjà les tribunaux nationaux qui doivent fonctionner. Mais maintenant, prenons le cas où les chefs d'État africains décidaient effectivement de se doter d'une vraie cour, qui soit une cour africaine. Bon, la première question qui se pose, c'est qui finance cette cour ? Parce que si, éventuellement, ils créent une cour et qu'ils ne veulent pas la financer, qu'ils la laissent financer, encore une fois, par les Occidentaux, il ne faut pas s'étonner que les Occidentaux viennent encore une fois donner des directives à cette cour africaine. Auquel cas, bien entendu, on rentrera dans la CPI bis. Mais à mon avis, je ne pense pas que ce soit un problème d'Occidentaux ou autre chose, parce que le président du Kenya a été acquitté par la Cour internationale. Non, il n'a pas été acquitté. C'est que d'ailleurs, j'avais dit sur ce plateau, le jour où il a été interpellé et qu'il a été élu président, moi j'avais dit et j'avais prévu qu'il y aurait des difficultés à pouvoir éventuellement terminer la procédure avec lui. Mais il y a eu abandon de charge. Oui, il y a eu ce qui ne signifie pas qu'après son mandat, il ne soit pas poursuivi. C'est un abandon temporaire. Alors, M. Bikim, sur la question, vous avez évoqué la question de la souveraineté, vous avez évoqué la question de la domination ou de l'instrumentalisation de la CPI, mais il faut quand même un mécanisme pour protéger ou prévenir les crimes de masse sur le continent. Aujourd'hui, dans le cas de la souveraineté, chaque État, au travers de ses institutions propres, organise tout un ensemble de règles permettant aux uns et aux autres, dans des cas bien précis, de saisir ces justices-là. Monsieur Bikim, quel gouvernement va porter plainte contre lui-même quand c'est lui qui est l'auteur des massacres? Sur lequel la CPI, vous disiez tantôt, les pays africains n'ont pas été contraints de signer. Oui. Je vous dis, les pays africains, au travers de ce qu'on appelle les coalitions diplomatiques, ont été contraints de signer au travers de tout un ensemble de règles informelles dans lesquelles nos 54 pays sur le continent, les 54 n'ont pas signé, ils ne sont que 34, donc il y en a qui ont fait le choix de ne pas signer. Dans les 34, vous avez des pays du Commonwealth et les pays francophones. Oui. Et dans les deux cas, ce sont les coalitions diplomatiques qui ont fonctionné. Toujours est-il qu'il y en a qui n'ont pas signé. Oui. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut se dire sur les fondements scientifiques et juridiques, et c'est dans ce cadre-là que les États-Unis, l'Europe, soustrait ses propres ressortissants aux poursuites de cette Cour. Au nom de quoi les Africains n'auraient pas la même capacité de soustraire leurs ressortissants qui auraient commis, qui auraient agi dans le cas... On l'a dit, Maître Réti l'a dit, c'est à la fois au nom du principe de subsidiarité, parce que ces pays que vous citez, les États-Unis, la France et autres, pensent avoir un système judiciaire performant pour juger leurs ressortissants qui se sont rendus coupables de crimes, c'est tout simplement. Je vous prends en défaut. Oui. À partir du moment où, et ça c'est la définition, on peut gloser et faire ce qu'on veut faire, la souveraineté est un pouvoir qui ne reconnaît aucun autre au-dessus d'elle. Donc celui qui l'exerce pose des actes dans ce cadre-là. Et dans ce cadre bien précis, vous ne pouvez pas l'attaquer. La question est là. Donc soit il y a une refonte des règles internationales, et alors là je dis oui, il faut qu'on aille vers quelque chose qui permette aux dirigeants et aux populations de disposer des mécanismes internes permettant de continuer certaines dérives. Mais dans le cas actuel, les règles sont telles que malheureusement celui qui assume cette autorité suprême peut tout se permettre. Maître Réti, alors, les chambres africaines, ça a été la formule trouvée pour juger qui s'est nombré au Tchad. Le procès est encore en cours, la procédure est encore en cours. Est-ce que ça pourrait être une solution? Au lieu d'avoir finalement une cour pénale africaine ou une juridiction permanente, créer sur le continent ces espèces de chambres africaines ou de tribunaux ad hoc pour connaître des cas de violation de masse. Ça peut être une solution. Écoutez, je vous avais dit ici que ce n'était pas vraiment la meilleure des solutions que l'Union africaine avait choisi de prendre. Aujourd'hui, tout le monde se contente de ce qu'on lui a offert,
Mais il reste un problème fondamental et majeur. C'est que la justice fait partie quand même des 3 piliers de pouvoir dans chacun des États. Et donc, logiquement, et je pense sincèrement que cette expérience est la première et la dernière que prendra l'Union africaine, qui devrait éventuellement aller de l'avant et se doter des véritables juridictions aussi supra-étatiques si jamais éventuellement ils veulent y arriver. Parce que ce qui s'est passé là, soumettre pratiquement, ça n'a pas eu beaucoup d'impact, fort heureusement, mais faire venir un chef d'État africain devant des magistrats d'un autre État, l'État de siège, qui est à la fois l'État de jugement, qui est l'État qui produit tout, les juges, le droit et tout, et dire, voilà, nous décidons au nom de qui? Au nom du peuple sénégalais, au nom du peuple africain, au peuple du peuple tchadien? Ce n'est pas... Maître Boudin. Je crois qu'il faut qu'on soit concret. Mais pardon, juste pour terminer, je voudrais tout simplement dire ceci. Je vous le donne en 1000. Demain, si vous prenez Museveni et que vous lui dites aller être jugé au Congo, ça va être une guerre. Si vous prenez tel chef d'État africain, vous lui dites vous allez être jugé ailleurs. Bon, c'est que... Bien évidemment, parce que là, c'est un problème d'État à État. Or, il faut faire un constat. Pourquoi vous parliez de Museveni? Non, c'est que justement, je prends n'importe quel président. Je prends n'importe quel président au hasard. Bon, demandez éventuellement, parce que bon, forcément, il n'accepterait jamais d'être jugé au Zaïre. On le jugerait avant. Mais c'est évident, parce que c'est un problème. On ne peut pas être jugé par un État où il y a des problèmes d'affrontement et d'intérêt étatique, parce qu'on peut exploiter la justice. On l'exploite suffisamment pour régler les problèmes internes. On ne va pas se remettre. Mais, Maître Boudin, franchement, l'Afrique n'aurait pas les moyens de financer une cour africaine ou une cour pénale africaine? L'Afrique a les moyens, il y a la volonté qui manque. Alors, prenons les choses de façon concrète. Premièrement, avant de parler des grands génocides, des grands crimes de masse, etc., il faut qu'on revienne à la justice de base pour que le citoyen africain puisse avoir confiance en sa propre justice, même pour les petits crimes. Oui. Ça n'existe pas encore. Pas encore. Deuxièmement, la cour africaine. Bon. Cet article a vidé la Cour européenne, la Cour africaine de sa substance. L'absence de saisine directe. C'est que les États se réservent le droit de ne pas y aller et ils n'iront jamais. Et donc, c'est quelque chose qui est aberrant. Il faut qu'il y ait une réforme de cette Cour pour que le citoyen puisse saisir, ou les citoyens puissent saisir directement, et qu'elle soit sous la forme, c'est que le consentement soit donné dans le traité. Et que le consentement ne doit pas être donné à chaque fois. C'est ça, exactement, que ce soit effectivement... Vous ne pouvez jamais trouver quelqu'un qui a commis quelque chose et qui a peur d'être pris pour responsable, de donner son consentement pour être jugé. Surtout quand les Africains ne savent même pas qu'il existe à Banjul une Cour africaine des droits de l'homme à laquelle ils n'ont même pas matériellement la possibilité de faire recours. Vous parliez de souveraineté, ça va être le dernier point de ce débat, mais sur lequel nous reviendrons sans doute. Quand vous construisez le siège d'une organisation panafricaine financée par la Chine et que le budget de l'Union africaine est financé aussi par l'Union européenne, comment parlez-vous, puisque vous évoquez en permanence la question de la souveraineté? Alors très bien, nous revenons... Comment peut-on être souverain quand une organisation panafricaine, la plus grande organisation panafricaine du continent, est financée par l'Union européenne, par les Occidentaux? Nous avons là une opportunité avec cette tension que je trouve normale, de corriger certains actes qui ont été posés. Aujourd'hui, nous avons 3 grands traités qu'il faut défaire, qui permettraient aux États africains de Très rapidement, allez-y très rapidement. Qui permettraient aux États africains de disposer des ressources permettant d'assumer leur mission, d'une part. D'autre part, aujourd'hui, la question de fond qui s'oppose à nous, c'est est-ce que nous, Africains, sommes capables d'élaborer des textes sur lesquels nous allons pouvoir travailler. Parce que ce qui s'oppose là n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de textes qui ont été, pas imposés, qui ont été introduits dans les cénacles
de codécision et qui ont été mises en œuvre sans l'approbation et sans la concertation avec les différents... Écoutez, monsieur, merci à vous infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission sur le retrait ou non de l'Afrique, de la CPI. Nous reviendrons sur cette problématique dans des émissions ultérieures. Nous marquons une coup de pause. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de notre émission consacrée à la gestion de la transition au pays des hommes intègres, une gestion qui est loin de confirmer l'intégrité attendue des autorités de la transition. À tout de suite.